La voix du jour, Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Et Abel Boilly, président de l'association Français Tous Uniques et Tous Unis et auteur de l'ouvrage Qu'est-ce qu'être français aux éditions Publish Room. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les citoyens français sont appelés aux urnes pour les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 9 juin. Selon un sondage IFOP, à la question parmi les qualificatifs suivants, colère, inquiétude, indifférence, optimisme et confiance, lequel qualifie le mieux votre état d'esprit à l'égard de l'Europe? 46% des sondés répondent l'inquiétude. Sur les 60 ans de construction européenne, 43% jugent qu'il y a des effets plutôt positifs, 38% des effets plutôt négatifs et 19% qu'il n'y a vraiment pas eu d'effet. Cependant, 59% des Français se disent fiers d'être européen, et même si le chiffre décline, il était de 63% en 2021. Alors la question, elle vous est posée. Nous sommes dans la journée de l'Europe aujourd'hui précisément, et c'est le hashtag du jour. Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Elles arrivent dans un mois, jour pour jour. Parlons vrai. Maîtrisez-vous le fonctionnement du scrutin? Connaissez-vous les grandes familles politiques européennes? Savez-vous déjà pour qui allez-vous voter? Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, est avec nous. Nous l'avons salué, nous le resaluons et je vous réexplique le principe. Un petit tour de table pour savoir ce que nos vraies voix se ressentent, et puis vous intervenez bien sûr. Les vraies voix, je rappelle la question, vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Il y a une réponse déjà. Ça monte, hein. Oui, vous êtes concerné, et ça c'est une bonne nouvelle, chers auditeurs, à 71%. Ça monte tout doucement. Ça nous plaît. Alors, bien sûr, je me sens concerné par les élections européennes, mais pour dire la vérité, sur le plan de l'Europe elle-même, je me sens investi par une pensée un peu sommaire. Au fond, j'ai l'impression que le rêve européen est derrière nous, et je suis plutôt intéressé par l'Europe sur le plan de la dénonciation modeste que je peux opérer à mon niveau. Je rêve d'une autre Europe, mais je serais incapable de me pencher techniquement sur ces processus et les réformes immédiates qu'il faudrait accomplir. Et la seconde observation, c'est que je me sens comme une majorité de Français qui va servir des élections européennes pour faire passer un message national, puisque j'ai constaté que à 40% on s'intéressait véritablement à l'Europe et que 55%, je crois, vont servir des élections européennes pour faire passer un message qu'ils n'ont peut-être pas eu le droit de faire passer avant. Se servir en fait de l'Europe pour faire passer des messages au national. C'est plus nuancé parce que ce qui fait le gros des troupes, c'est tout l'électorat qui va voter Jordan Bardella, parce que pour les vrais l'électorat Eurofil par exemple, c'est beaucoup plus haut. 70% des électeurs de Glucksmann votent pour les questions européennes. 70% des électeurs de Valérie Ayé votent parce que ça les intéresse, les élections européennes. Idem pour François-Xavier Bellamy. Donc c'est pas une masse comme ça. Moi je suis très contente parce que c'est la première fois qu'on a un taux de participation donné par notre ruling IFOP ce soir à 47,5. C'est énorme à un mois du scrutin. On se rend même pas compte. C'est pas si mal. Je pense que les gens sont en train de comprendre probablement qu'il y a un enjeu avec le Parlement. Le Parlement doit gagner plus de pouvoir, mais il peut aussi, comment dirais-je, moi ça m'intéresserait qu'il bascule à gauche, ça me paraît compliqué, mais à 30 ou 40 sièges, c'est possible. Et je pense quand même que cette question de l'Europe, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir quand même que quoi qu'il advienne, et c'est pour ça d'ailleurs que l'extrême droite a changé tout son discours et ne parle plus de sortir d'Europe, parce que la réalité, c'est que les seuils, Judith, les taux dont vous avez parlé là dans votre introduction, eh bien, ils se retrouvent dans toute l'Europe globalement, en majorité. Les Européens sont fiers d'être européens. Et ça, c'est ce qui fait reculer encore et toujours les europhobes et les eurosceptiques. Voilà pourquoi Marine Le Pen a rangé son Brexit dans sa poche, et toute l'extrême droite européenne. Parce que quand on est européen, on est quand même globalement fier de l'être. Et avant de retrouver notre spécialiste, Abel Boilly, donc. Alors, à la fois, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je suis un petit peu plus pessimiste quand même. Pourquoi? Autre citation, Simone de Beauvoir,
qui disait « Il est important d'élever les gens au niveau de la culture et de ne pas laisser la culture baisser au niveau des gens ». Je pense que les politiques ont failli en ce qui concerne la transmission de la culture européenne. Sur le terrain, je vois beaucoup de gens qui peuvent se plaindre que pendant tout le mandat, ils n'ont jamais vu leurs députés européens et que les gens, entre guillemets, se repointent parce qu'il y a les élections. Et lorsqu'il y a des débats autour de l'Europe, regardez comment le débat, il est hystérique parce que souvent, il tourne autour des flux migratoires. Et là, il y a eu une évolution dans le débat parce qu'il y a eu la crise agricole, justement, où là, beaucoup de Français se sont rendus compte des contraintes européennes, en fait, qui brimaient notre corps agricole. Qui nous protège aussi. Oui, mais bien sûr que ça nous protège, mais tous les Français ne s'en rendent pas compte. Il y a cette fierté, mais comme a dit monsieur, il y a ce côté où on est concerné, mais on a une appréciation très sommaire de la chose. Oui, effectivement. Et je pense que beaucoup de Français sont comme ça. Et dernier point, l'Europe participe à beaucoup de financements d'infrastructures aussi dans nos municipalités. Quand, par exemple, dans une commune, vous avez une bibliothèque qui est construite. Mais l'Europe peut participer, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Vous avez le maire, le département, la région qui veulent s'attribuer la paternité du projet. Et donc, l'investissement européen peut se retrouver totalement... Il ne faut pas prendre des Français pour des andouilles. Le débat de 2005 sur la Constitution européenne, c'est celui qui... Alors, nous avons Yves Bertoncini, voilà, qui va répondre. Et avant, je vous donne quelques repères. Intention de vote pour le RN avec Jordan Bardella, 31,5%. Renaissance avec Valérie Hayé, 16,5%. Place publique, le PS avec Raphaël Glucksmann, on a 13%. La LFI avec Manon Aubry, 8,5%. Et les Républicains, 8%. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres listes, évidemment. Yves Bertoncini, est-ce que c'est un petit peu la même carte politique dans l'ensemble des pays? Il y a déjà beaucoup de listes, on ne sait plus pour qui voter exactement. On a quand même l'impression que c'est pas aussi lisible que cela. Alors, il y a beaucoup de listes un peu partout parce que pour l'Europe, pour les élections européennes, c'est la proportionnelle qui s'impose, ce qui est une exception en France. Nous, on a plutôt un scrutin majoritaire. Cette fois-ci, c'est la proportionnelle. Partout en Europe, c'est la proportionnelle. Donc, beaucoup de partis se disputent les suffrages, exactement comme chez nous. La différence avec la France, c'est que en Europe, vous voyez, la Ligue des champions, les grands partis, c'est les conservateurs du Parti populaire européen, CDU, CSU, les Républicains en France, qui font la course en tête et qui vont rester en tête. Et le deuxième groupe, c'est les socialistes et démocrates. Bon, vous voyez bien que chez nous, c'est le contraire, puisque c'est l'extrême droite, suivi des macronistes. L'extrême droite et les macronistes, au niveau européen, ils vont se battre pour la 3e, 4e ou peut-être 5e place. Donc c'est vrai que c'est très atypique la situation française, de même que le fait que... On est vraiment les seuls sur les 27 comme ça, ou il n'y en a pas d'autres qui nous ressemblent? On n'est pas les seuls, mais à ce point-là, avec les deux principaux partis qui ne sont pas les principaux partis européens, oui, on est là un pays très atypique pour ça, puisque les Républicains sont donnés, vous l'avez rappelé, à 8 à peu près, et que les sociodémocrates français, avec Raphaël Glucksmann, font un peu mieux, semble-t-il, mais ils ne seront pas aussi dominants qu'au niveau européen. Alors ensuite, ce qui reste aussi commun, c'est le relatif déficit de participation, mais qui renvoie à un déficit de pouvoir. Vous savez, quand on vote pour les élections fédérales aux États-Unis, même chose en Suisse, il y a 50% de participation à peu près. Pourquoi? Parce que Washington n'a pas tous les pouvoirs. Berne n'a pas tous les pouvoirs. Et c'est vrai que ce sont des élections qui sont importantes, nos compatriotes font bien de s'y intéresser, mais elles sont ultra essentielles, par exemple, pour les agriculteurs et les pêcheurs, parce que eux, ils savent bien que c'est à Bruxelles que ça se joue, et à Strasbourg, mais pour d'autres professions, d'autres secteurs, elles sont un tout petit peu moins importantes, ces élections. Alors, il y a quand même un intérêt, parce que quand on parle de défis géopolitiques, défis sécuritaires, la guerre est à nos portes, les défis climatiques, les défis environnementaux, les défis migratoires, les défis économiques, la concurrence de la Chine, les États-Unis, etc. On voit bien que quand même des décisions qui arrivent du niveau européen vont être prises, ont déjà été prises, bonnes ou mauvaises, et que donc il faut s'en mêler pour la suite. C'est ça, je crois, qui peut expliquer, Françoise de Gaulle a relevé, qu'il y a déjà bien sûr. Une volonté de participation qui est relativement élevée, et on l'avait vu la dernière fois. Finalement, il y avait un taux de participation. Exactement. Ça avait été une heureuse surprise. Pour les législatives françaises, les deux derniers scrutins. C'est pour ça que je pense, si je peux permettre de rebondir sur notre ami, c'est que je pense vraiment qu'il y a une maturation qui se fait de la société française. Il y a une maturité qui se fait. Les gens sont en train de prendre conscience que beaucoup de choses se font désormais à l'échelle européenne et que surtout, il y a, comment dirais-je, un vrai enjeu de pouvoir. Glucksmann, il était à 6, il est aujourd'hui à
13, croyez bien que 6 députés de différence en France pour l'ensemble de la social-démocratie européenne, eh ben, ça peut faire basculer complètement le Parlement, la Commission et la présidence. Donc non, il y a un enjeu en plus de ça électoral puissant. Allez, je vous donne encore quelques chiffres sur la composition du Parlement européen actuel par groupe politique. On a 177 places pour la droite conservatrice, 141 pour les sociaux-démocrates. Quant à la droite nationale et souverainiste, elle est à 68 places, sans compter effectivement l'extrême droite qui fait aussi 59 places. Ils sont coupés en plus. Voilà, c'est ça. Ils s'entendent exactement. Même pas entre eux. Ils s'entendent pas du tout. Mais bon, ils prennent quand même une grosse partie de ce dit Parlement, Philippe Bilger. Il y a les écologistes à 72 aussi. Est-ce qu'il aurait été évitable, à votre avis, que l'hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron soit un tel ressort dans l'élection européenne à venir ? Alors, si je peux dire là-dessus un mot, c'est que c'est vrai que pour la France, ce sont des élections intermédiaires, comme un peu partout. Mais nous, c'est vraiment intermédiaire, au sens où on n'a pas voté au niveau national depuis 2 ans et on ne votera plus dans 2 ans. Et donc, avant, dans 2 ans. Les Allemands, par exemple, votent un peu plus régulièrement. Ils ont voté dans les Länder, etc. Donc, c'est vrai que je dirais que la dimension intermédiaire et le message national va sans doute être accentué dans notre pays au regard de certains autres de l'Union européenne. Mais honnêtement, l'instrumentalisation, elle se fait aussi en Italie. Giorgia Meloni, qui est plutôt bien dans les sondages, est en train, prend la tête, c'est la seule chef de gouvernement qui prend la tête de la liste en disant « Je vous demande de valider notre politique ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ça existe aussi ailleurs qu'en France. Et ça va être sans doute, peut-être, en tout cas si on regarde les sondages, l'un des rares chefs de gouvernement dont la liste va arriver en tête, parce que en France, ça semble quand même très difficile, et dans les autres pays, y compris l'Allemagne, Olaf Scholz est chancelier, le SPD sera très 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 loin derrière la CDU-CSU qui est donnée à 30%. Et donc c'est vrai que ces élections intermédiaires, vont être utilisées par les Français comme à chaque fois un peu, mais que je crois qu'il faut quand même bien avoir en tête que ça donnera un message à l'Europe, parce que si le parti du président qui a un agenda européen très très ambitieux est à moins de 20, ça sera une curiosité en Europe, parce qu'en Allemagne, Scholz, mais il faudra ajouter les écologistes et les libéraux. À eux trois, les 3 partis de la coalition, ils seront largement à 30 ou 40%. Allez, le mot de la conclusion, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Abel Boilly, allez, en 15 secondes. 15 secondes, je pense aussi qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est toujours dans cette hystérisation politique. Dans une partie du débat européen va concerner ce que j'appelle les nationalistes contre les mondialistes. Alors oui, le propos est caricatural, mais c'est une caricature que j'assume, avec un certain nombre d'hommes et de femmes dans les populations qui ont peur d'être considérés comme des cachets effervescent qui aurait vocation à se dissoudre dans l'eau de la mondialisation, et c'est pour ça qu'on voit ce sorte de rebond, de sursaut des peuples dans pas mal de nations, donc ça va être intéressant à observer aussi. Dans un mois, jour pour jour, nous allons voter pour les européennes. Et toutes voter, bien sûr. C'était le coup de projecteur des vraies voix. Voilà, merci à tous les 3 d'être venus. Je rappelle que Philippe Bilger, vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de livres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Et Albert Boilly, vous êtes président de l'association. Abel, excusez-moi. Albert, il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Albert Boilly. Non, ma langue a fourché. Français, tous uniques et tous unis, et auteur de l'ouvrage. Merci aussi Yves Bersoncini. Je finis juste de dire. J'avais pas vu, on s'est trompé. Allez, au revoir. Non, on vient, il y a les infos. Il y a les infos et on est là avec Judith. Je rigole. Oui, bien sûr, je reste là. Vous êtes tout rouge. Bien sûr, vert même.